Alors que la reprise est bien engagée dans de nombreuses régions du monde, l'Afrique subsaharienne peine à remettre l'économie sur les rails. Ce qui sépare ces deux mondes, c'est l'accès aux vaccins et la capacité des gouvernements à répondre. Je suis Papa Ndiaye, chef de la division des études régionales africaines dans le département Afrique du Fonds monétaire international. Bienvenue à l'écoute de ce podcast du FMI. Aujourd'hui, une nouvelle perspective économique pour l'Afrique subsaharienne. Alors, le thème de cette revue est donc une planète, deux mondes et trois réalités. La planète divisée, je suppose, concerne la façon dont certains pays sortent de cette crise, tandis que d'autres prennent du retard. Où se situe l'Afrique subsaharienne dans cette histoire? Merci, Bruce. Oui, en effet, si vous comparez les perspectives de l'Afrique subsaharienne et celles des pays émergents et pays avancés, vous voyez que ces pays avancés et émergents bénéficient d'une accélération de la croissance, alors que dans de nombreux autres pays, en particulier en Afrique subsaharienne, la croissance continue de se détériorer. Bon, bien entendu, il y a pas mal d'hétérogénéité entre les pays à l'intérieur de l'Afrique subsaharienne, mais en gros, c'est ce que montrent nos prévisions. Et cette divergence dans les fortunes économiques de ces différents types d'économies risque de persister. Donc, par exemple, pour les pays, les économies avancées, la production devrait revenir à sa trajectoire d'avant la crise en 2023, donc d'ici 2023. Alors que pour l'Afrique subsaharienne, la pandémie a baissé de façon permanente la trajectoire du PIB réel. Et par nos estimations, cette baisse s'élève à peu près 5,5%. Wow. Et donc, pour que l'Afrique subsaharienne puisse remédier et changer cette trajectoire, corriger cette trajectoire et recouvrer sa trajectoire de convergence d'avant la crise, il faudra qu'elle double en fait sa croissance dans les 3 prochaines années. Wow. Qu'est-ce qui sépare précisément ces deux mondes? En fait, ce qui sépare ces deux mondes, c'est l'accès aux vaccins et la capacité des gouvernements à répondre, la marge de manœuvre budgétaire des gouvernements. En ce qui concerne l'accès aux vaccins, la région aujourd'hui a à peu près 3% de sa population de vaccinés avec un schéma complet de vaccination. Et ça, comparé à peu près 60% dans les pays avancés. Et en ce qui concerne la marge de manœuvre budgétaire, bien entendu, la réponse en termes de politique budgétaire en 2020 pour atténuer les effets de la crise ont été beaucoup moins élevés dans l'Afrique subsaharienne que dans les pays avancés ou dans les pays émergents. En moyenne, la réponse était de l'ordre de 2,5% du PIB en Afrique subsaharienne, comparé entre 6 et 10% du PIB ou plus dans certains cas dans des pays avancés et pays émergents. Alors, revenons donc au thème des trois réalités. Je suppose que la divergence en est une. Quelles sont les deux autres réalités que vous regardez dans cette perspective? Oui. Donc, juste pour préciser, la divergence en est une des réalités, mais c'est une réalité à plusieurs faces, dans le sens où il y a une divergence non seulement donc entre l'Afrique et les autres pays du monde, l'Afrique subsaharienne et les autres pays du monde, mais aussi une divergence entre pays africains et une divergence au sein des pays d'Afrique subsaharienne. La deuxième réalité est centrée sur l'environnement politique qui devient de plus en plus complexe en termes de politique économique. C'est l'environnement auquel sont confrontées les autorités d'Afrique subsaharienne. Et juste pour vous donner une idée générale, c'est les décideurs, les autorités locales sont confrontées à 3 enjeux budgétaires concurrents.
le premier enjeu est de répondre aux besoins urgents des dépenses de développement de la région. Le deuxième enjeu, c'est de contenir la dette publique, étant donné les vulnérabilités élevées sur ce niveau du point de vue de la dette. Et le troisième enjeu est de mobiliser les recettes fiscales dans des circonstances où les mesures supplémentaires de mobilisation de revenus sont généralement impopulaires. Donc, ce sont des enjeux budgétaires qui étaient présents, bien entendu, avant la crise de la COVID, mais qui sont devenus beaucoup plus difficiles à atteindre maintenant ou à résoudre qu'après la crise. Et la troisième réalité met l'accent sur l'importance de la solidarité et de la coopération internationale, que ce soit sur les vaccins, le soutien financier, ainsi que sur la lutte contre le changement climatique. Et justement, le changement climatique est en fait l'autre crise à laquelle le monde est confronté. Et ça me frappe toujours quand je vois les chiffres, combien peu l'Afrique contribue réellement à ce problème. Pourtant, elle en subit les conséquences. Dans quelle mesure les pays africains sont-ils inclus dans les décisions de politique climatique mondiale? Et que peuvent-ils faire raisonnablement compte tenu des exigences budgétaires et les niveaux d'endettement très élevés en ce moment, comme vous l'avez souligné? Oui, en effet, le changement climatique progresse plus vite que prévu, aura des implications substantielles pour l'Afrique subsaharienne. C'est une des régions qui contribue le moins au monde aux émissions de dioxyde de carbone, avec peu moins de 3% du total mondial, mais qui néanmoins est l'une des plus vulnérables aux chocs liés au climat. Ça, c'est en partie dû au fait que elle dépend énormément de l'agriculture pluviale, et le fait qu'elle est aussi exposée aux sécheresses mondiales. Donc, elle est particulièrement exposée aux hausses des températures et aux phénomènes météorologiques extrêmes. Donc, à l'avenir, se joindre à l'effort mondial pour lutter contre le changement climatique sera un défi important pour la région. D'une part, parce que les efforts mondiaux pour ralentir le rythme du changement climatique vont avoir des avantages évidents en termes de ralentissement de l'impact du réchauffement climatique sur l'Afrique. Mais d'un autre côté, la mise en œuvre d'un effort parallèle au sein de la sous-région va entraîner des coûts importants à un moment où les marges de manœuvre budgétaires sont très limitées. Donc, dans l'ensemble, je dirais que le chemin à parcourir va vraiment nécessiter un équilibre, un exercice d'équilibrage très délicat, qui peut peser les coûts de l'ajustement tout en veillant à ce que la charge mondiale soit partagée de façon un peu plus équitable. Mais quoi qu'il en soit, et compte tenu des tendances démographiques de la région, tout effort réaliste pour réduire les émissions mondiales devra prendre en compte l'Afrique subsaharienne. Et c'est pour cela qu'une coopération et un dialogue continu seront donc essentiels. Papa Ndiaye, chef de l'équipe qui produit les perspectives économiques pour l'Afrique subsaharienne. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Bruce. Papa Ndiaye est le chef de la division des études régionales au département Afrique du FMI. Il commentait le nouveau rapport sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. Le papier intégral peut être consulté sur imf.org. Je m'appelle Bruce Edwards. Merci pour l'écoute.